On va poursuivre avec la catégorie des objets connectés destinés à la santé, qui est une catégorie qui est parrainée par la société Harmonie Mutuelle, représentée ici par Julien Larfouillou, qui est responsable e-santé et innovation au sein d'Harmonie Mutuelle. À ses côtés, on va retrouver Monsieur Pierre Trudel, qui est chef de projet à la HAS et qui est également auteur ou co-auteur d'un référentiel sur les objets connectés et applications en matière de e-santé. Et Romain Defoy-Debré, qui est responsable coordination du digital et du développement de l'innovation au sein des laboratoires Pierre Fabre. Merci beaucoup. On accueille le premier projet, qui est donc le projet INSPER, porté par la société Biocorp, Arnaud Guillet. Merci Yann pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous parler de la solution INSPER, qui est une solution connectée pour le traitement des pathologies respiratoires, notamment de l'asthme. Avant de rentrer dans les détails de la solution, pour que vous compreniez bien la logique, quelques mots très rapides sur la société, Biocorp. Donc Biocorp, c'est une PME auvergnate spécialisée dans le développement et la production de dispositifs médicaux, avec 20 ans d'histoire derrière elle, des dizaines de projets en partenariat avec des entreprises pharmaceutiques, historiquement sur des dispositifs traditionnels et désormais sur des solutions connectées dans le domaine de l'injectable et du respiratoire. Et cette logique de partenariat avec les pharma est très intéressante dans le développement de solutions connectées parce qu'on a d'un côté l'expertise technique Biocorp, hardware et software, et de l'autre la connaissance fine du marché des pharma et leur capacité de distribution et marketing. Donc le processus est simple pour le développement de solutions connectées. Biocorp identifie des problématiques clés dans les pathologies données, développe un prototype fonctionnel standard et ensuite va entrer dans un processus de co-développement avec un laboratoire pharmaceutique pour customiser la solution selon leurs besoins. Donc ce que je vous propose pour l'INSPER, c'est déjà de se poser la première question. Quel est le problème auquel il est censé répondre? Donc quelques éléments clés sur l'asthme pour commencer. Donc l'asthme, c'est 334 millions de personnes dans le monde. C'est des coûts annuels très importants pour les systèmes de santé, 56 milliards aux États-Unis notamment. Des taux d'observance extrêmement faibles. On parle de 75% de non-observance en moyenne. Les chiffres diffèrent selon les études, mais on peut s'arrêter sur ce chiffre-là. Et surtout, des erreurs d'utilisation sur les dispositifs. Dans 80% des cas, on constate une erreur d'utilisation du dispositif. Et c'est particulièrement vrai pour les dispositifs de CISPRE, où la coordination main-bouche, la coordination gestuelle n'est pas bien maîtrisée par les patients. Donc, en réponse à cette problématique, Biocorp a développé une solution technique, l'INSPER, qui est un capteur intelligent qui va venir se positionner sur un inhalateur existant pour le transformer en solution connectée. Et ce principe d'intégration, qu'on appelle add-on, est particulièrement intéressant pour les pharma parce qu'il respecte deux principes. Pas d'interférence avec la solution délivrée et pas de changement demandé sur le système de délivrance. Ce qui veut dire en gros pas d'impact sur le dossier réglementaire et pas d'impact sur le processus industriel mis en place par les pharma. Et ça, c'est un principe fondamental appliqué par Biocorp dans le cadre de ses développements connectés. Respecter l'existant des pharma. Se fixer sur l'existant, on ne demandera jamais à une pharma de changer son contenant primaire ou son dispositif de délivrance. C'est nous qui nous adaptons autour. Côté patient, dans le détail, l'INSPER va non seulement enregistrer chaque pression sur la cartouche, qui correspond à la dose délivrée, mais aussi s'assurer qu'au moment de cette pression sur la cartouche, il y a bel et bien une inspiration de la part du patient, donc une bonne coordination gestuelle. Et on va la dessiner sur une application mobile. Là, vous avez une visualisation d'une inhalation parfaite au plus fort d'une pression sur la cartouche au plus fort de l'inhalation. Il faut un peu d'entraînement pour arriver à ce stade-là, mais c'est l'objectif éducatif fixé par cette solution. Évidemment, toutes ces informations sont transférées à une application mobile de suivi, un calendrier de traitement qui peut être partagé avec le médecin et un certain nombre de fonctions, comme des fonctions de rappel. Donc il y a vraiment une double démarche de suivi et démarche éducative. L'INSPER, très rapidement, est évidemment un capteur. Je vous en ai décrit les fonctionnalités. Et il y a aussi une couche applicative entièrement customisable sur laquelle on peut développer des modules pour, par exemple, collecter les symptômes du patient ou même récupérer des informations sur des facteurs externes qui comptent dans la gestion de l'asthme. Je pense au pollen, je pense à la qualité de l'air. Donc le tout est entièrement customisable et c'est vraiment le croisement de ces informations, le suivi du traitement, des informations qualitatives de remontée du patient et des facteurs externes qui peut permettre de mieux comprendre la pathologie. Enfin, en guise de conclusion, l'INSPER a été pensé dans le cadre des systèmes de santé modernes, c'est-à-dire des systèmes interconnectés où une multiplicité d'acteurs intervient.
Très rapidement, l'objectif de cette solution, c'est de servir les intérêts de chacun des intervenants. Donc, pour le patient, je ne vais pas revenir, mais c'est une solution moderne de suivi de son traitement. Pour les pharma, c'est un service qui sert leur objectif de Beyond the Pill, donc d'un développement de services au-delà de la molécule et la production de données en vie réelle. Pour le médecin, c'est un lien permanent avec le patient et surtout une capacité à récupérer des informations objectives sur l'observance du patient. Typiquement, un patient qui va se présenter devant son médecin et qui se plaint de symptômes qui se compliquent pour son asthme, le diagnostic, c'est soit intrinsèquement sa maladie empire, ou soit peut-être qu'il ne suit pas le protocole correctement, le protocole de traitement établi. Le médecin pourra poser un diagnostic éclairé en ayant ces données disponibles. Et enfin, évidemment, pour les payeurs, qui inclut évidemment le payeur public, mais aussi assureurs et mutuelles, une meilleure efficacité des traitements et donc, in fine, une réduction des coûts liés aux complications des pathologies. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Arnaud, on passe aux questions du jury. Est-ce que Julien, vous voulez commencer ? Merci beaucoup pour votre présentation. Au-delà effectivement de la mesure d'un certain nombre d'indicateurs, est-ce que votre application joue également sur l'effet motivationnel pour inciter à être dans le bon rythme de prise de ces inhalations? Donc voilà, est-ce qu'il y a, par exemple, un effet de gaming, de gamification? Est-ce que voilà, et vous travaillez sur la partie incitation également et motivationnelle? Absolument. Donc, effectivement, au-delà de la remontée et la collecte automatisée des données, ce qu'on va essayer, c'est à travers la couche applicative, c'est développer des modules en fonction d'ailleurs de la cible proposée. Par exemple, si on est plus sur une problématique de BPCO, on sera plus sur des incitations adaptées à la cible, à des cibles plus âgées. Si on est sur des cibles plus jeunes, on a développé des modules de gaming, des avatars. À chaque prise du traitement, l'avatar va grandir, va évoluer. Donc c'est vraiment une incitation positive à prendre son traitement et une démarche ludique, qui reste sérieuse mais ludique et adaptée surtout adaptée à la cible. Qu'est-ce que le capteur mesure? Qu'est-ce que vous avez comme capteur à l'intérieur de cet objet connecté? Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail, je peux pas rentrer trop en détail dans la technologie, mais en gros, il va mesurer la puissance et la vitesse de l'inspiration et il va relever l'information de pression sur la cartouche. Donc vous aurez sur l'application Mockup, on peut dessiner très exactement la courbe d'inhalation du patient et mesurer à quel moment il appuie sur la cartouche. Et c'est cette coordination qui est vraiment cruciale dans le cadre de l'utilisation de ces dispositifs. Et l'objectif pour vous est plus éducatif pour apprendre aux gens à mieux utiliser l'appareil? Ou est-ce que c'est plutôt du suivi justement de prise de médicaments, puisque dans votre argumentaire, vous parliez d'observance. Donc comment vous avez ciblé les applications par rapport au rôle éducatif pour apprendre à inhaler ou pour suivre évidemment l'observance de la prise de médicaments suivant les symptômes ou les problèmes du patient? Alors effectivement, l'objectif est double. La première valeur de cette solution, elle va être éducative, parce que le premier problème qu'on a identifié pour cette pathologie, c'est des erreurs massives dans l'utilisation de ces dispositifs. Donc effectivement, on a un module, comme je vous l'ai montré, je vais peut-être vous repasser la slide. À ce niveau-là, on a dessiné des petits modules qui permettent d'avoir un retour sur sa technique d'inhalation et donc des conseils derrière. On va pousser du conseil pour permettre au patient, pour lui expliquer, là tu as inhalé pile au bon moment, au moment du plus fort d'inhalation. En revanche, s'il le fait avant ou après, on va lui expliquer, on va lui donner des feedbacks pour qu'il sache, il identifie très clairement où est-ce qu'il a fait une erreur. Et pour l'aspect suivi, l'idée c'est se positionner, un système simple d'utilisation qui va se positionner, qui a une durée de vie de 2 ans, rechargeable par port USB, et qui va se positionner positionner comme un système de suivi automatique pendant toute la durée de son traitement, et avec des statistiques et un calendrier de traitement qu'il pourra partager, qu'il pourra avoir pour lui et partager avec son médecin. C'est vraiment les deux objectifs qu'on vise avec cette technologie. J'ai juste une dernière question. Pour l'utilisation écologique, le poids est supplémentaire de l'équipement, puisque les asthmatiques sont obligés de se promener avec ça dans leur sac ou Alors, autre. Le poids, je vais vous laisser constater. Il n'est pas excessif. C'est un prototype fonctionnel. On a tout fait pour que l'intégration soit la plus discrète possible et surtout la plus simple d'utilisation. On a la place pour une dernière question. D'accord. Bon, alors en fait, j'ai une double question, mais vous y répondez un petit peu. Où en êtes-vous dans le développement de votre solution? Est-ce que c'est idée, prototype fonctionnel, industrialisation? Et deuxième question, c'est quel est le business model et comment vous envisagez la distribution de cet add-on?
D'accord. Alors pour votre première question, alors c'est notre dernier bébé, l'INSPER. Le communiqué de presse a été publié en octobre 2016. Donc on a très très vite entamé des discussions avec des laboratoires pharmaceutiques. Actuellement, on a 3 programmes en cours. 2 programmes de faisabilité, donc qui sont des programmes de préconception, et un programme de conception qui va être lancé. Et à la fois pour des études cliniques, mais aussi pour des projets de développement. Ensuite, Biocorp n'a pas vocation à prendre en charge l'ensemble des éléments du projet. Nous, ce qu'on va prendre en charge, c'est le développement de la couche du device, de l'hardware et la couche électronique, et accompagné dans le développement de la couche software. Ensuite, pour la distribution, tout va dépendre de la pharma et des desiderata de la pharma. Nous, c'est un élément, je vois que le temps est écoulé. Tout ça pour vous dire tout simplement que pour l'aspect distribution, on va être en support, mais c'est la pharma qui gérera essentiellement cette partie-là. Merci beaucoup. Le projet suivant est le projet SmartEar, avec un petit peu d'installation. Donc, je vais vous présenter le dispositif SmartEar. Donc, l'idée de SmartEar, c'est un dispositif pour les personnes sourdes ou malentendantes, dont le but, en fait, est de leur faire voir les sons. Donc, je vais vous montrer un petit peu... alors, j'avais là tes commandes, pardon. Donc, le but de SmartEar, c'est déjà le gain d'autonomie pour les personnes. C'est-à-dire que l'idée même, je vais partir du départ. Moi, je suis parti de ma tante qui, malheureusement, n'avait pas de système pour la prévenir si quelqu'un sonnait à la porte, si l'alarme incendie se déclenchait. Donc, l'idée était de se dire de faire un boîtier qui permet aux sourds de voir les sons et d'associer chaque son à une couleur. Donc, en fait, c'est ce boîtier que vous voyez ici, qui est muni du micro, qui va écouter en temps réel tout ce qui se passe dans l'habitat ou sur le lieu de travail de la personne sourde et qui va retranscrire sous forme de signaux lumineux sur les petits boîtiers portatifs que vous voyez ici ou également sur le smartphone de la personne sourde dans le but de la prévenir de ce qui se passe autour d'elle. Donc comme je disais, c'est déjà un aspect d'autonomie. Économique, on verra par la suite. C'est vraiment simple d'installation. L'enregistrement du son se fait instantanément. C'est ergonomique. On a testé avec pas mal d'ergothérapeutes et de personnes sourdes, notamment au milieu professionnel. On peut sélectionner les sons, sélectionner les alertes, les enlever, les remettre, etc. Il est transportable, la personne peut facilement l'amener en vacances. C'est-à-dire que l'idée, on est parti de la domotique, mais la domotique, la personne sourde ne peut pas transporter le dispositif avec elle. Nous, l'idée a été de faire un dispositif qui soit mobile. Voilà, pour résumer, ça détecte les sons, ça les décrypte, puis ça envoie l'information par un code de vibration et un code couleur en fonction des alertes. Donc en fait, comment ça marche? Voilà, je vais vous montrer. Donc l'idée, c'est vraiment, comme je disais, d'associer chaque son à une couleur et que la personne puisse au maximum savoir exactement ce qui se passe, tant dans son lieu de travail que dans son habitat. Donc là, je suis connecté à mon dispositif. Donc j'ai mon application smartphone, vous voyez ici. J'ai mes alertes, j'ai l'alarme incendie, j'ai la sonnerie de la porte, j'ai la sonnerie du téléphone. Je sélectionne l'alarme incendie, je paramètre sa couleur. Voilà. J'ai défini le code Morse du flash. Et si je déclenche l'alerte, il la reconnaît, il flash en rouge et il me met également sur mon smartphone. Et c'est exactement le même principe avec les autres alertes. Pour arrêter l'alerte, principe de la boîte à meux, voilà, pour l'aspect un peu ludique. Alors on a travaillé avec des personnes tétraplégiques, parce que bien évidemment, le design a été fait en fonction de ça aussi. Donc je continue. Donc, l'équipe autour de ce projet, donc on a mes 2 associés, Cédric et Damien, donc un ingénieur en hardware et Damien en software. Moi, j'ai fait une école de commerce sur Nice. On a Edouard, qui est également en software. On a Cyril, qui est notre médiateur commercial sourd. Donc on a un commercial sourd qui va auprès des associations et qui promouvoit également le produit. Et on a Cathy, qui est notre secrétaire. Le marché, en quelques mots, il faut savoir qu'il y a 1,5 milliard de personnes sourdes ou malentendantes dans le monde. En France, c'est 5 millions, c'est à peu près 10% de notre population. C'est un marché qui est en forte croissance. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la musique à haut volume dans les oreilles, les soirées, etc. Et on estime entre 30 à 50 000 adolescents qui présentent une altération grave du système auditif. Donc nous, un modèle économique, on avait un système à 23 € par mois avec le service après-vente, la mise à jour, le changement en cas de panne, ou à l'achat pour les entreprises de 1 240 €. Donc là, on est revenu, on a été triple médaillé du concours Lépine et on a pu voir qu'il y avait énormément d'entreprises qui souhaitaient bénéficier de SmartEar, notamment cet aspect d'insertion professionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure, l'idée du micro permet de l'adapter partout. Donc là, on a en l'occurrence adapté chez Air France, on va l'adapter également à la SNCF pour équiper les gares, pour que les personnes sourdes puissent être prévenues vraiment de ce qui se passe n'importe où qu'elles soient.
Voilà. Ensuite, juste pour vous dire, donc en termes de développement, il y a juste un dernier aspect qu'on a développé ces derniers temps, puisqu'on travaille énormément auprès de la communauté sourde. Je vous disais tout à l'heure, favoriser l'insertion professionnelle, c'est l'élément clé pour nous. Beaucoup de personnes sourdes qui travaillent avec des personnes valides, c'est toujours compliqué. Il faut taper du pied. Faut taper sur l'épaule, il faut lui envoyer un papier. Donc en fait, l'idée, c'est, outre l'aspect d'associer chaque son à une couleur, on va associer chaque petit boîtier à une personne. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. Deux petites questions. Donc, quelle est votre politique de distribution en fait, où est-ce qu'on vous trouve? Et puis la deuxième question, vous avez l'air du coup très préoccupé par les questions de handicap. Est-ce que dans vos process de fabrication, à un moment donné, vous travaillez avec des entreprises adaptées, par exemple, pour la construction de votre produit? Alors là, à l'heure actuelle, c'est nous qui faisons l'intégralité du boîtier. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous, l'idée, parce qu'on travaille avec un partenaire sur le territoire suisse, l'idée, c'est aussi de développer et de faire travailler des personnes handicapées dans notre processus de fabrication. C'est vraiment le but de notre société. Donc là, ça va venir plus tard, quand on aura vraiment amorti notre phase de distribution un peu plus conséquente. Et pour répondre à la première question, là, à l'heure actuelle, le boîtier est commandé sur Internet, mais on a bon nombre de distributeurs qui sont intéressés à la commercialisation Smartir, notamment de bouche à oreille sur Paris, où on a encore un autre distributeur sur Nantes, et on a aussi un distributeur exclusif sur tout le territoire helvétique. Donc là, à l'heure actuelle, on est vraiment en phase de lancement. On a lancé le produit il y a 2-3 mois, on n'a déjà plus de stock. Donc là, on est en train de réapprovisionner et pour éventuellement trouver des distributeurs pour pouvoir avoir pour pouvoir couvrir le maximum de demandes. Quel type de distributeurs? Est-ce que ce sont des distributeurs spécialisés dans le monde du handicap? Est-ce que c'est plutôt de la grande distribution spécialisée? Là, en l'occurrence, c'est surtout les distributeurs du handicap, puisque nous, on travaille avec beaucoup de personnes sourdes qui sont habituées à aller exactement au même endroit pour acheter leurs dispositifs. Donc là, l'idée, c'est vraiment, au départ, le commercialiser auprès des institutions spécialisées, puis ensuite voir par la suite pharmaceutiques, etc. C'est un objet connecté. Donc le rôle de l'application est surtout pour paramétrer apparemment les bases et les satellites. C'est ça. Mais du coup, quelle est la relation réelle comme objet connecté, puisque c'est la thématique du trophée? Parce que là, le système pourrait être paramétré par un autre élément qu'un smartphone, par exemple. Quelle est la spécificité pour vous en tant qu'objet connecté? Alors nous, l'idée, c'est vrai que j'en avais pas très bien parlé, mais c'est vrai que l'idée de ce dispositif, on a fait un système qui n'est pas bridé. C'est-à-dire qu'on peut connecter toutes sortes d'objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai parlé du smartphone, mais là on est en train de travailler sur la montre qui va se connecter au dispositif pour que la personne sourde reçoive les alertes en code Morse, en code de vibration sur son bras. Exactement de la même manière pour l'iPad, la Samsung Tab, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter tous les objets qu'on peut à ce dispositif. Et c'est vraiment un dispositif qui s'adapte à la maison et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'adapter à n'importe quelle situation. On l'a adapté au CHU de Grenoble, au service 114, qui est le service spécialisé pour les personnes sourdes. On l'a adapté dans un laboratoire où il y a plus de 85 décibels constamment. Voilà, on a vraiment fait un travail de conséquence sur cet aspect d'objet connecté, puisque ça nous permet vraiment de tout lui connecter. C'est ça l'idée. Pour une dernière question. Comment avez-vous intégré les utilisateurs, donc les personnes malentendantes, à la fois dans le processus de conception, et quel est aujourd'hui leur retour sur cette solution? Alors là, je voulais vous montrer donc, à l'intérieur du dépliant, on a le témoignage d'Aurélie qui a été la première testeuse entre guillemets, du dispositif. Elle a dit que c'est comme si ça remplaçait ses oreilles. On n'a pas touché son témoignage. C'est vrai qu'en fait, ça permet véritablement d'avoir une autonomie retrouvée pour les personnes, parce que nous, on ne s'en rend pas compte, mais en tant que valide, il y a beaucoup d'aspects. On a vraiment appris, notamment sur cet aspect d'appel. Je vous parlais du tap-tap tout à l'heure pour appeler les personnes. C'est vrai que nous, ça nous paraît banal, mais pour eux, c'est très important d'être prévenu. Elle, en l'occurrence, dans un laboratoire, quand quelqu'un sonnait à la porte, quand elle était d'astreinte, elle n'entendait pas. Quand quelqu'un l'appelait, elle ne savait pas qui l'appelait, etc. Donc on a eu vraiment de très très bons retours là-dessus. Et le produit plaît énormément auprès de la communauté. Et là, on va équiper Manpower à Nanterre pour justement une personne sourde qui est dans un bureau. Et il y a plusieurs personnes valides dans d'autres bureaux. Et à chaque fois, ils sont obligés de se lever pour aller l'appeler. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. On arrive au bout des 5 minutes. Merci. On peut l'applaudir.
On accueille maintenant le troisième et dernier projet de cette catégorie objets connectés. C'est Pierre-Antoine Bastian qui nous présente le projet MyRobotics. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre-Antoine Bastian et je vais vous présenter le projet MyRobotics. Aujourd'hui, on est parti d'un constat qui est relativement simple, c'est qu'a priori, vous avez déjà tous fait un test d'audition ou un test de vue, mais est-ce que vous avez déjà testé votre goût? Et il s'avère qu'énormément de protocoles de soins, de médicaments ou d'effets environnementaux affectent votre goût aujourd'hui et donc du coup vont affecter votre qualité de vie, la manière dont vous vous nourrissez. On est parti d'un constat, c'est Nathalie qui est en cure de chimiothérapie aujourd'hui, qui a une perte de goût, un trouble du goût qui est induit par son médicament. Et malheureusement aujourd'hui, Paul, son médecin, n'a absolument aucune idée de comment mesurer ce trouble du goût et donc du coup de comment répondre à la demande de Nathalie. Donc aujourd'hui, pour mesurer le goût, entre guillemets, il existe 3 méthodes différentes qui sont donc la biopsie, qui consiste à venir en fait prélever des papilles gustatives et regarder l'état des papilles gustatives, donc leur forme et leur densité. Un test psychophysique qui consiste à venir préparer des solutions plus ou moins concentrées en solutions salées, sucrées, acides et amères et à détecter quelle est la concentration minimum qu'une personne va ressentir. Alors le problème de ces deux solutions, c'est qu'à la fois d'un côté, vous avez une opération qui est invasive, qui nécessite des temps d'analyse et des temps de préparation en laboratoire qui sont très coûteux. Et la troisième méthode, c'est celle que nous avons aujourd'hui, que nous allons vous proposer, c'est l'électrogustométrie. Donc le principe de l'électrogustométrie aujourd'hui, c'est de pouvoir, avec un courant électrique, mesurer quel est donc, le courant électrique le plus faible possible qui va provoquer le goût le plus faible possible qu'une personne va ressentir. Et typiquement, un des cas d'usage, c'est de pouvoir faire ce test avant le début d'un protocole de soins et toutes les semaines. Donc du coup, pouvoir voir quelle est l'évolution de ce seuil en fonction d'un protocole de soins, en fonction d'un dosage. Donc aujourd'hui, ça c'était l'appareil qui existait, donc, qui a été développé dans les années 90 aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons développé donc, notre appareil qui est un électrogustomètre également. Donc c'est un appareil qui tient dans le creux de la main et qui est connecté à une application mobile. Cette application mobile sur laquelle se trouvent à la fois des protocoles de mesure manuels ou automatisés qui ont été validés par des chercheurs du CNRS. Et toute cette plateforme, enfin toute cette solution communique avec une plateforme qui va permettre donc à un médecin d'enregistrer tous ses patients et de suivre en fait patient par patient l'évolution du trouble du goût pour un protocole donné. Et donc typiquement vous allez pouvoir mesurer en permanence quel est le seuil de goût qu'une personne a. Donc, dans un premier temps, sur cette plateforme, ce qui est intéressant, c'est que nous avons encodé des données selon des thésaurus qui sont reconnus et qui peuvent être du coup facilement exploitables sur d'autres types de plateformes. Et nous avons également aujourd'hui la mesure du goût, mais nous pouvons imaginer d'autres types de mesures sur d'autres variables de santé. L'intérêt de notre avantage aujourd'hui, c'est qu'il est précis en termes de mesure, que le test est très rapide à faire, puisqu'en moyenne, le test, suivant le protocole utilisé, va durer entre 2 et 5 minutes. Vous avez un test qui est indolore. Le principe, c'est juste poser une électrode sur la langue du patient et le connecter à un bracelet pour fermer le circuit électrique et pouvoir envoyer un courant électrique. Vous avez un test qui est répétable, des résultats qui sont exportables sous format Excel et donc qui sont utilisables sur d'autres plateformes si vous le souhaitez et qui est très facile d'utilisation. Donc, la vision qu'on a aujourd'hui de notre appareil, c'est qu'aujourd'hui, Paul, son médecin, va pouvoir utiliser cet appareil comme un stéthoscope ou un thermomètre et donc du coup permettre de mieux suivre l'évolution de la qualité de vie du patient et potentiellement mieux diagnostiquer l'apparition de troubles dus à un médicament et potentiellement diagnostiquer des neuropathies en amont avant qu'il soit trop tard. Alors, ce que je vous ai présenté ici, c'était le cadre de l'oncologie, mais en fait, le trouble du goût apparaît dans énormément d'autres domaines. Vous avez également de la prévention en tabacologie, où on peut sensibiliser les personnes aux effets secondaires grâce à la perte de goût. L'odontologie sur un diagnostic bucco-dentaire et potentiellement la médecine générale, donc pouvoir utiliser cet appareil comme un thermomètre. Vous avez également d'autres champs d'application qui sont des lésions nerveuses, des intoxications par métaux lourds ou des maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, pour nos stratégies de croissance, donc, la première stratégie, c'est d'attaquer le monde de la recherche pour pouvoir avoir des papiers de recherche innovants permettant de justifier l'intérêt scientifique de notre appareil, pour ensuite aller attaquer le monde des praticiens et donc du coup prouver aux praticiens que l'utilité de l'appareil a été vérifiée par des laboratoires pharmaceutiques, par des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, nous avons un prototype qui est fonctionnel. Nous avons donc travaillé sur la fondation JDB en prévention, donc l'aide à la prévention et au sevrage en tabacologie. Nous avons une étude clinique qui s'est finie, une étude clinique en cours, et 2 études cliniques qui sont censées se lancer en septembre et décembre de cette année. Nous avons travaillé avec le CNRS sur la validation du protocole et la validation de la conception de notre appareil, avec la fondation AVEC qui est en train de faire une étude clinique en oncologie aujourd'hui. Et nous avons remporté un hackathon avec Ipsen sur justement l'adaptation de posologie en oncologie. Merci à tous. Et donc du coup, voilà, pour l'équipe, je suis donc Pierre-Antoine Bastian, ingénieur de formation avec un doctorat en neurosciences, et je travaille avec un médecin, Jean-David Zetoun, qui est médecin à Saint-Antoine et également partenaire de The Family. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Pierre-Antoine. Question du jury.
On a 4 minutes 30 devant nous. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je me questionnais sur, au regard de l'ambition et de l'importance du projet que vous menez, sur la taille de votre équipe, vous l'évoquez dans votre dossier d'ailleurs, vous l'avez noté comme ça, je suis seul pour le moment. Vous avez également noté que vous étiez en attente de levée de fonds. Si vous aviez à recruter des profils, quels seraient les profils qui pourraient vous accompagner dans le développement de votre solution? De quoi avez-vous besoin avec cette levée de fonds et plus précisément dans les ressources humaines? Alors, une chose que je n'ai pas présentée ici, c'est qu'aujourd'hui, tout l'appareil et tout le développement de l'appareil a été fait en partenariat avec des chercheurs et des médecins. Historiquement, en fait, c'est un médecin, un oncologue de la Salpêtrière qui nous a demandé de développer un appareil qui permet de mesurer le goût. On s'est rapproché de chercheurs du CNRS pour établir un cahier des charges. Et à partir de là, on a développé nous-mêmes la solution électronique et software. En fait, le but de la levée de fonds, par exemple, on est théoriquement censé signer le 7, une term sheet harmonisée avec 6 investisseurs pour finaliser notre levée de fonds. Et le but de la levée de fonds, en partie, c'est d'embaucher une partie marketing et d'étoffer notre à la fois Medical Advisory Board, qui est du coup composé aujourd'hui de 6 personnes qui travaillent dans des domaines spécifiques sur lesquels nous voulons cibler l'évolution de notre solution. Donc en tabacologie, en oncologie, en nutrition et en odontologie, donc toute la partie dentaire. Monsieur Trudel. Au niveau de la métrologie pour cet instrument, on est obligé d'évaluer les caractéristiques de reproductibilité et de fidélité. Donc vous avez fait des mesures de reproductibilité, un coefficient de corrélation intraclasse ou des choses comme ça dites-moi. Aujourd'hui, en fait, au CNRS, on a publié donc 2 papiers et on a fait l'objet d'une conférence à Miami sur justement l'utilité de notre appareil et la répétabilité de nos mesures. Donc, si c'est avantage, je pourrais vous fournir les papiers de recherche. On est également en cours de certification medical device de type 2A auprès du LNE et du GMED. Donc, officiellement, la date annoncée est septembre 2017. Ce qui nous permettra également d'avoir donc potentiellement une demande de reconnaissance de l'acte médical par la HAS et un remboursement par la sécurité sociale. Sur toute la partie plateforme, on est sur un serveur qui est hébergé santé sur lequel on a rajouté une surcouche de sécurité. Et toute cette partie-là, en fait, le but, c'est de montrer que justement, on va essayer d'être compliant au maximum avec les recommandations de l'ASIP et de la CNIL. On a un SIL dans l'équipe, moi-même, et de pouvoir avoir un appareil qui est testé et validé à la fois au niveau des papiers de recherche et à la fois au niveau de l'administration avec la certification medical device. Ok, et au niveau donc de la capacité de précision de mesure dans le contexte du patient, puisqu'en fait, quand on mesure des sensations, on est sur une perception et une sensation, en fait. Donc le cerveau interprète les informations. Là, vous ne sentez plus vos vêtements, votre cerveau a filtré ça parce que sinon vous les sentiriez tout le temps. C'est pareil pour l'audition. Il y a des tests auditifs, mais en fonction de l'environnement sonore, vous êtes capable de filtrer le bruit et sélectionner une conversation spécifiquement. Donc comment vous entrez ce paramètre aussi pour voir le contexte du goût, puisqu'en fait, on sait que les informations visuelles ou olfactives qui sont concomitantes avec la chose que l'on va manger vont aussi influencer l'interprétation par le cerveau du goût qu'il reçoit. Donc comment vous avez contextualisé aussi la mesure de manière écologique? Alors, dans un premier temps, en fait, le fait qu'on demande aux patients est-ce que vous avez ressenti ou pas le goût que l'on vient de vous envoyer, entre guillemets, c'est une chose qui prépare, entre guillemets, le patient à ressentir un goût. Un autre aspect qu'on a développé, et alors je ne pourrais pas trop détailler cette partie-là, mais on a développé en fait des algorithmes de mesure automatisés qui sont des algorithmes basés sur des P50 avec des lois binomiales qui nous permettent en gros aujourd'hui de faire à partir de 7 mesures successives sur une loi binomiale un test statistiquement pour pouvoir définir un coefficient qui permet de mesurer un goût aujourd'hui. Cet algorithme a été testé et a déjà fait l'objet de papiers de recherche, mais dans le domaine des tests psychophysiques, pas encore dans le domaine de l'électrogustométrie, et qui devrait être publié dans l'électrogustométrie d'ici la fin de l'année. Bon, il nous reste le temps pour une dernière question. Je comprends bien le principe de mesurer le goût via l'électrogustomètre. Je comprends les algorithmes qui permettent d'analyser ça. Dans un parcours de soins, dans un traitement, à quoi ça sert de mesurer le goût et éventuellement l'évolution du goût? Alors, vous évoquiez l'adaptation de la posologie en oncologie, vous évoquiez le sevrage tabagique. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de comment un médecin, demain, il va se servir de ces mesures dans sa pratique quotidienne? Alors, en 30 secondes. C'est une question compliquée. Il y a différents cas d'usage, mais par exemple sur la partie tabaco, ce que l'on fait aujourd'hui, donc on a une étude clinique sur 1250 élèves qui ont entre 9 et 12 ans, qui est l'âge de la première cigarette. En fait, le but du jeu, c'est d'arriver à montrer qu'entre des poules d'élèves qui ne fument pas, des poules d'élèves qui fument, il y a une différence de goût. Et donc du coup, en fait, permettre de sensibiliser une personne à la perte de goût liée, par exemple, au fait de fumer une cigarette. Un tabacologue pourrait utiliser ça comme un objet de motivation
Ouais. En gros, sur la partie tabacologie, c'est de la motivation. Sur la partie oncologie, ce sera de l'aide au traitement pour justement adapter des posologies. Donc ça, on ne pourra pas le faire nous-mêmes, on le fera en partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques sur l'adaptation d'une posologie de traitement pour garantir la meilleure qualité de vie et donc la dégradation la plus fine possible du trouble du goût. Merci. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci pour le temps. On peut l'applaudir. Merci.